énergies propres, très important. On a une décharge contrôlée depuis 2004, mais aujourd'hui l'usine donc de production d'électricité à partir de ce biogaz est prête. On a attendu la loi, elle a été votée, mais on a aujourd'hui une offre de prix qui est au-delà de nos attentes. Et donc on est l'équilibre financier donc de la centrale à méthane. De l'équilibre financier de cette centrale à méthane. Oui, au niveau de la décharge, c'est le délégataire lui-même qui assure la gestion, mais le prix proposé par l'opérateur national est un prix qui est en deçà de nos attentes, et donc on est en train de voir comment pouvoir donc vendre cette électricité au prix qu'elle coûte. Aussi, je voudrais aussi parler de projets importants qui tient à cœur et qui représente aussi, c'est la création d'une grande bibliothèque aussi à la ville de Fès, parce que ceux qui viennent à Fès et ceux qui, n'oublions pas que 10% de la population de Fès est étudiante dans le supérieur, très important, et ceux qui viennent à Fès viennent chercher cette culture, et donc cet opéra avec cet centre culturel avec Opéra est très très important pour nous. On l'a démarré, mais on a encore besoin de moyens dans ce sens. Et dernièrement, donc une bonne nouvelle aussi pour la ville, c'est l'ouverture, Inch'Allah, très prochaine de l'université euro-méditerranéenne que Sa Majesté a bien voulu donc appuyer, et en portant ce projet, on est sûr qu'on est en train de mettre les jalons de la future, Inch'Allah, Qarawin des siècles à venir, et ça c'est très important car c'est une université qui est pensée, ouverte donc au monde, ouverte à toutes les civilisations comme elle a toujours été. Qarawin, donc de par les siècles d'avant. Bien sûr, la réhabilitation urbaine a été très importante avec élargissement, aménagement des voies. Tout visiteur qui visite la ville de Fès voit un petit peu le changement donc réalisé, et ça c'est un plus qui complète un petit peu le plan de développement communal. Et notre plan de développement communal est vraiment une banque de projets très 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 vaste. Alors, que je ne peux pas m'étaler, mais malheureusement tous les projets qui sont projetés et programmés à l'avenir. Moi, j'ai parlé juste de la première partie sur les 3 ans, que pratiquement tous les 29 points qui ont été cités ont pratiquement soit été réalisés, soit déjà démarrés. Là aussi, c'est très intéressant, hein, parce que tout à l'heure, on parlait de choix stratégiques, idéologiques en matière de transport, par exemple, de M. Kbej. Et là aussi, il y a d'autres choix qui se font de plus en plus. Quand on rénove, par exemple, le cœur de la ville de Fès, finalement, est-ce que les habitants d'une ville, c'est uniquement du stockage d'individus quelque part et à qui on fournirait des services de base? La question se pose. Parce qu'à un certain moment, comment, dans un pays où il y a eu un basculement de population, un renouveau des villes, comment on peut construire du sentiment d'appartenance, autrement que par du patrimoine et de la culture? C'est aussi très intéressant dans ce qui a été dit par M. Lamraoui. Il a parlé de sécurité. Ça veut dire qu'il y a un maire aujourd'hui qui s'intéresse à la sécurité. Bon, on ne va pas aller sur le débat de la vidéosurveillance, on en pense qu'on veut, mais ça n'empêche que voilà un maire qui prend à bras-le-corps une thématique qui n'entrait pas dans ses compétences. Et à chaque fois, on a l'élu local qui maîtrise de mieux en mieux, de plus en plus, le territoire, donc. C'est ça qui est intéressant dans ce qui a été dit. Donc, on a des visions différentes. On a des visions sur des plans communaux de développement. On a un support, un outil de planification. On a même aujourd'hui une réflexion sur un plan d'action, avec un début de petite polémique entre Marrakech et Agadir. C'était très amusant, mais ça n'empêche. Voilà. Quel concret? Comment on va sur le concret? Comment je mets en adéquation mes ressources? Et la question a été même brièvement ébauchée, malheureusement. On me dit fais vite, mais le sujet est très intéressant. On dit fais vite, je fais de mon mieux. C'est aussi la question de mise en réseau. Monsieur Mayenov, Speakerman, est-ce que vous pouvez, de la GIZ, alors puisque la GTZ n'existe plus, aujourd'hui c'est la GIZ, est-ce que vous pouvez nous parler, mais alors brièvement, vous êtes victime vous aussi de ceux qui vous ont précédé, parce qu'il y a encore les métropoles et les villes moyennes à venir. Merci beaucoup. J'ai compris. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci, et je vous promets que je ne ferai pas plus que 5 minutes. Et je vous demande de me prêter ces 5 minutes votre attention.
C'est une intervention qui s'inscrit dans le même titre, mettre la municipalité au cœur du développement de la ville. Et je dirais mettre la municipalité, mais aussi la société civile au cœur du développement de la ville, parce que l'un ne va pas sans l'autre, nous le savons bien. Je suis heureux de rencontrer ici M. Boutaïeb, parce que je parle d'une initiative que nous avions tissée ensemble il y a quelques années, et qui a pris sa route. J'ai retenu 2 leçons principales de mes prédécesseurs, de la première séance et du deuxième panel. D'abord, on nous a montré d'une façon impressionnante comment la décentralisation mobilise les capacités de la création de ceux qui travaillent au niveau local. Les exemples que nous avons entendus ce matin de Casablanca, de Tétouan et de Fès, et maintenant de Agadir et de Marrakech, sont impressionnants. Et je crois que c'est dû aussi à une politique claire de décentralisation afin de mettre en valeur les capacités, la créativité de ceux qui travaillent au local. Je voudrais parler d'une... Et justement, les exemples que nous avons entendus montrent qu'il y a une énorme substance afin de s'inspirer les uns des autres. Il y a l'urbanisation rapide dont on a parlé ce matin. Cette urbanisation représente un défi énorme aux gérants des villes. Il y a aussi d'énormes capacités, déjà il y a des leçons ou bien des idées qui sont produites, des leçons déjà produites, des solutions produites déjà. Alors il y a une énorme motivation, je crois, et un énorme potentiel, disons plutôt, à s'inspirer les uns des autres, à s'inspirer que les villes, entre elles, se parlent finalement. Elles se parlent d'une façon, bien sûr, elles se parlent, mais elles ne se parlent pas peut-être d'une façon vraiment structurée et organisée. Parce que les villes se parlent d'une façon organisée, structurée, afin de s'inspirer mutuellement de ce qu'ont fait les autres ou de ce que les autres proposent de ne plus faire parce qu'on a tiré des mauvaises conséquences, des mauvaises leçons d'une certaine politique. Le programme commun de la GIZ, qui est maintenant en route depuis quelques années ici au Maroc, c'est un programme régional, il est au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Ce programme, justement, a pour objectif de promouvoir, d'encourager ce dialogue entre villes sur toutes les questions concernant le développement urbain, toutes les questions qui puissent intéresser un maire ou une madame le maire sont à l'ordre du jour, bien sûr. Pour l'instant, et pour commencer, le programme avait, il y a quelques années, lancé un appel à projet ici au Maroc pour que les villes proposent des idées sur lesquelles ils veulent dialoguer et pour lesquelles le programme leur offrait pendant un certain temps un appui conseil. Au Maroc, c'était l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, Agadir par exemple, la mobilité ou bien la gestion la réhabilitation des villes anciennes. Mais c'était des sujets, pour commencer, il y a tant d'autres sujets qui peuvent faire objet d'une mutualisation des connaissances, bien sûr. Le panel des sujets est ouvert. Par-dessus ça, et nous avions vu que l'idée au début était d'organiser un dialogue régional entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Il s'est avéré qu'avant ça, il y a un besoin imminent de se parler au niveau d'un seul pays. Au Maroc maintenant, à partir des 7 pays qui avaient gagné, si vous voulez, dans cette première appel à projet, il y a une trentaine maintenant qui se parlent régulièrement sur les 4 sujets dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce réseau, bien sûr, s'est ouvert à beaucoup d'autres sujets. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas un réseau GIZ. C'est la GIZ qui commence, qui initie, si vous voulez, ensemble avec nos partenaires, mais nous voulons que ce soit... Et ça ne peut être pérenne qu'à condition que ça devienne un réseau des villes participantes, bien sûr, des villes marocaines dans ce cas-ci. Mais aussi, nous travaillons, comme je dis, en Algérie et en Tunisie. La Tunisie est dans un processus de transformation rapide depuis la Révolution. Elle mise clairement sur la décentralisation. Les problèmes des villes, des municipalités en Tunisie sont bien plus graves que celles que nous rencontrons ici au Maroc, parce qu'elles commencent à zéro carrément. Elles ont un intérêt, elles sont vraiment motivées, intéressées à s'échanger avec les villes marocaines sur certains sujets, qu'elles soient techniques ou plutôt politiques, mais aussi sur des sujets d'ordre structurel. Comment on produit
comment on fait l'intercommunalité, comment on peut financer les villes, comment on peut gérer les municipalités, comment on peut organiser une association des maires, etc. Tout ça, il y a comment on fait la régionalisation, par exemple, où le Maroc est avancé par rapport à la Tunisie. Ce sont des sujets qui peuvent faire objet d'un dialogue régional à côté du dialogue au niveau national entre villes. Merci. Merci, merci. Et je vous remercie surtout parce que, encore une fois, c'est très gentil, je ne sais pas pourquoi, mais le dernier intervenant me tend toujours la perche. Vous avez parlé d'intercommunalité. Et finalement, c'est de la mise en réseau, quelque part. Et bien justement, on va passer aux métropoles, si vous le voulez bien, messieurs. Merci pour votre participation. Et j'appellerai donc Monsieur Maurice. Alors, évidemment, par héritage historique, mais aussi parce que pendant très longtemps, il faut dire ce qu'il en est, la vision du développement n'était pas une vision décentralisée. Le développement s'est fait pendant très longtemps sur des duopoles, une de villes en général, qui concentraient toute la production et évidemment toute la population. Manifestement, dès qu'on regarde la carte du Maroc, on voit ce qui ressemble de plus en plus à des métropoles. On voit que Casablanca a déjà rejoint Mohammedia et que Rabat a tendance à rejoindre Kénitra. Et plus tard, sûrement que toutes ces villes vont se rejoindre. Le même phénomène est en train de se mettre en place très clairement quand on voyage dans ce pays, à Fès et à Meknès. Et aussi, c'est évident dans le nord, où l'urbanisation est de plus en plus importante, où Tanger a tendance à rejoindre Tétouan. Ce qui pose un problème, mais très vite, de compétences. Alors moi, j'ai besoin d'avoir, par exemple, du bus du centre-ville de Tanger jusqu'à la banlieue de Tétouan. Comment je fais pour gérer ça alors qu'il y a des frontières, des limites administratives? Moi, j'ai besoin de gérer, par exemple, l'eau sur les villes de Casablanca et de Rabat avec qui je partage cette eau. Comment je fais pour partager cette ressource? Donc, nécessairement, il y a une réflexion à une échelle beaucoup plus élevée. Et je voudrais faire parler tout de suite à monsieur qui a travaillé sur le projet du Grand Paris. Alors, Grand Paris, ce n'est pas uniquement une marque, c'est joli comme marque, mais c'est aussi la mise en commun de moyens entre des collectivités locales qui peuvent d'ailleurs, il y a eu tout un débat qui a précédé ça, je m'en souviens, qui peuvent être peut-être un peu plus pauvres, peut-être un peu plus riches, peut-être un peu plus égoïstes, peut-être moins égoïstes. Parlez-nous de votre expérience. Pupitre aussi? Pour pas vous décevoir, je vais au pupitre. Ça marche, voilà. Bien, monsieur le secrétaire général, madame la présidente, mesdames et messieurs, chers collègues, élus et administrateurs. Bon, d'abord vous dire la joie qui est la mienne d'être parmi vous, d'avoir assisté en haut là, à toute la matinée aux travaux. Franchement, je trouve que c'est très intéressant, voilà, et frustrant. Parce que, évidemment, au fur et à mesure, mais c'est le propre de toutes les réunions, de tous les colloques, au fur et à mesure qu'on avance, c'est dramatique pour les organisateurs. Et évidemment, à la fin, on se demande quel temps il va rester. Alors, voilà, regardez, j'avais un beau discours, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose de construit, d'écrit. Évidemment, je ne vais pas m'amuser à le faire parce que sinon, on va pulvériser et cette table ronde et ce qui reste derrière. Alors, votre animateur talentueux, en gros, me demande de me transformer en quelque sorte d'ancien ministre en charge du Grand Paris à ce que Woody Allen aurait fait en disant tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Grand Paris sans jamais oser le demander, et le tout en moins de 5 minutes, évidemment. Je n'ai pas le talent de Woody Allen. Je suis un fan, admirateur. J'ai raté aucun de ses films, mais vraiment... Bon, j'ai essayé de faire le plus concis, puis je crois que le mieux, c'est de répondre aux questions que vous vous posez. Bon, le Grand Paris, on en a beaucoup parlé, effectivement, et
je vois que finalement ça peut intéresser les maires qui sont présents dans cette salle, parce qu'effectivement, je vous suis, je regarde et je vois que la métropolisation, très compliqué à dire comme terme, est encore plus difficile à faire. La métropolisation, elle est inéluctable. Je conseille aujourd'hui le maire de Moscou sur le Grand Moscou. On retrouve les mêmes thématiques, les mêmes problématiques, le collapse en matière de transport, la thrombose en matière de transport, la sécurité, les questions environnementales. Elles sont majeures évidemment aujourd'hui, et pas pour faire écolo et faire joli et être dans l'air du temps. C'est inéluctable si on veut sauver notre planète. Donc voilà, toutes ces questions, elles ont d'ailleurs été évoquées finalement au travers de toutes les tables rondes depuis ce matin que j'ai suivies. Bon. Et effectivement, le Grand Paris, c'est une expérience fantastique. D'abord, c'est la vision. Sinon, il n'y aurait jamais eu de Grand Paris. C'est la vision d'un chef d'État, celle du président Nicolas Sarkozy, qui a voulu faire effectivement ce grand Paris. Et croyez-moi, il n'y a pas de secret. S'il n'y a pas une volonté au plus haut niveau de l'État pour faire, quel que soit l'État, même quand il est décentralisé, on n'y parvient pas. Et je suis finalement un ancien ministre assez heureux, puisque pour avoir échangé avec François Hollande sur la question du Grand Paris, j'ai même réussi à le faire rire, je vais vous confier ça, en lui disant, tu sais, maintenant vous avez appelé ça le nouveau Grand Paris. Formidable. Le Grand Paris, je vous le révèle, il va se terminer en 2030. Vous imaginez qu'il va y en avoir des gouvernements et des alternances depuis 2030. Alors j'ai dit au président Hollande, j'ai dit, tu sais, si chaque gouvernement d'ici 2030 appelle ça le nouveau Grand Paris, je ne sais pas si je serai encore de ce monde en 2030. On m'aura fatalement oublié, je ne serai même pas invité à couper le ruban, mais j'aimerais avoir la tête de la banderole qui mettra nouveau Grand Paris. Mais ça, c'est le propre de la politique. Il faut toujours que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Pour résumer simplement les choses, et je suis heureux parce que c'est quelque chose que j'ai fait dans le consensus politique. Et croyez-moi, quand vous avez 8 présidents de conseils généraux, de départements, de sensibilités politiques différentes, le président de la région, Jean-Paul Huchon, en charge des transports. Chez nous, c'est la région qui est en charge des transports. Et c'est logique, parce que c'est la région capitale de la France. Donc, c'est un statut un peu particulier par rapport aux autres territoires et aux autres villes. Bon. Vous imaginez le bonheur de gérer tous les égos, les sensibilités politiques. Et croyez-moi, je vis ça à Moscou d'ailleurs aussi. Curieusement, ce n'est pas toujours les opposants politiques qui sont les plus difficiles à gérer. Parfois, c'est au sein du même parti que les choses se gèrent. Je suis sûr que tout ça, toute ressemblance avec, etc., vous connaissez la formule, voilà, tout le monde doit pouvoir à peu près s'y retrouver. C'est pas toujours les opposants qui sont les plus difficiles à gérer, à mettre ensemble. Parfois, c'est au sein d'un même parti. D'ailleurs, si vous voulez foutre le bordel dans un parti politique, quel qu'il soit, au Maroc, je ne sais pas, mais en France, je vous donne la recette, vous mettez ordre du jour, suppression de la région, premier point. Deuxième point, suppression du département. Troisième point, création de la métropole. Et là, vous pouvez partir, revenir 2 heures après, vous n'aurez rien manqué. Bordel assuré. Voilà. Quel que soit le parti. Pardon de parler clair, mais bien qu'étant du Loir-et-Cher, je ne pratique pas la langue de Blois. Voilà. Donc, voilà, je vois un qui applaudit, il y en a un qui suit. Merci, monsieur. C'est l'heure qui doit être difficile. Voilà. Et donc, il a fallu se mettre d'accord à la fois, évidemment, sur un réseau de transport. Le Grand Paris, pour faire simple et résumé, ça va être un nouveau métro automatique. 220 km, c'est-à-dire exactement le métro parisien actuel, mais doublé. 57 gares nouvelles. Et évidemment, comme le président de la République, Nicolas Sarkozy, a eu la bonne idée de faire que ce soit le ministre de la Ville qui soit aussi en charge du Grand Paris, moi j'en ai fait de ce réseau un rééquilibrage par rapport à l'Est francilien et notamment les quartiers difficiles, les quartiers sensibles qui n'étaient pas aujourd'hui irrigués par
des transports en commun. Voilà, et aujourd'hui c'est fait. Et donc, je fais court, en tout cas j'essaie, je suis obtenu à un accord unanime, c'est assez rare, croyez-moi, de toutes les sensibilités politiques. Ça a été adopté à l'unanimité des 8 collectivités territoriales, donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, le Grand Paris continue. Ça ne vous dit pas forcément des choses, mais enfin, une alternance politique, et voilà un grand projet. Enfin, voilà au moins un truc de Sarko qu'on ne détricote pas. Voilà, c'est-à-dire ça, au moins, ça continue, et c'est formidable pour les Franciliens. Il y a une expérience qui a été intéressante dans ce Grand Paris. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup pratiqué l'aïkido. Vous voyez qu'avec mon tour de table, mon tour de taille, de table aussi, les deux étant liés, je ne le pratique plus sur le tatami, et j'essaie de le pratiquer en politique. Et c'était intéressant parce qu'au moment où Nicolas Sarkozy me nomme au gouvernement, nous étions en plein, c'est à ça que vous avez fait référence d'ailleurs, au débat public. Un bonheur, le débat public. Il y avait la salle, comme vous, puis il y avait les tribunes, comme nous, avec à peu près comme ça d'ailleurs. La région, les élus, l'équivalent du directeur général des collectivités locales chez nous, le préfet de région, etc. Bon. Et alors, on présentait aux gens la région Île-de-France, présidée par un socialiste, avait un projet, son tracé, et l'État avait le sien. Voilà. Et chaque soir, en Île-de-France, c'était au Quai Corral, pour résumer. Et dans la salle, le tissu associatif, les habitants, les élus locaux, qui disaient aux tribunes, « Attendez, on vous aime bien tous, là, la droite, la gauche, le centre, et les rien du tout. Mais enfin, nous, on galère tous les jours dans les transports. Nous, c'est la merde, on n'en peut plus, etc. » Et donc, je suis allé voir le président Huchon, on est devenus d'ailleurs très amis depuis, en disant, tu sais, ministre, c'est un contrat à durée déterminée. Le nôtre était encore plus à durée très déterminée, puisqu'il y avait une présidentielle, la preuve d'ailleurs. Et le tien, il est moins déterminé, mais enfin, il l'est quand même. Donc, le sujet, c'est, est-ce qu'on met à profit le temps où nous sommes ensemble pour travailler, dépasser les clivages et faire avancer les dossiers. Et c'est ce que nous avons fait. Et moi, je me suis appuyé, petit truc, sur le débat public, en direction de mes collègues élus, pour partir. Vous savez, c'était énorme. Le débat public, ça a réuni des milliers de gens. Le gouvernement n'en voulait pas, parce que, soyons clairs, tout gouvernement ne veut jamais des débats publics. C'est la représentation nationale à l'époque, les députés qui ont imposé au gouvernement de l'époque le débat public. Ils n'en voulaient pas, il n'était pas dans la loi initiale du Grand Paris. Mais ça a été formidable, ce débat public. Puis ensuite, et dernier point, je me suis appuyé beaucoup sur les architectes. Nous avons fait un concours international d'architectes. Et moi, je n'avais pas d'a priori, donc j'ai travaillé avec les grands architectes du Grand Paris, Roland Castro, Jean Nouvel, Antoine Grimbach, bref, l'ensemble des grands architectes. Et j'ai vu qu'en fait, si on mettait l'idéologie de côté, on pouvait parfaitement s'entendre sur un tracé. Il suffisait simplement de ne pas se braquer et de rééquilibrer les choses. Et c'est ce que nous avons fait. Et voilà pourquoi il y a eu un accord, au final, entre l'État, que j'avais l'honneur de représenter, et la région Île-de-France en charge des transports. Le Grand Paris, c'est 32 milliards d'euros. Le Grand Moscou, c'est 200 milliards de dollars. Vous voyez un peu les enjeux. Bon. Mais on retrouve les mêmes problèmes dimensionnés différemment à l'échelle de Moscou. Mais le Grand Paris, souvent, parce que la presse l'a qualifié, souvent vous avez suivi ça, comme un réseau de grands transports, le Grand Paris Express. Ça n'est pas que ça. On ne peut pas réduire le Grand Paris à un réseau de transport. Le Grand Paris, c'est aussi de la culture, c'est aussi du développement économique, c'est la création de 70 000 logements par an, parce que c'est une nécessité. Et c'est aussi la question de la gouvernance, qui fait d'ailleurs débat chez nous actuellement, y compris au plan parlementaire, pour faire en sorte que, voilà, on dépasse le périmètre de la ville. Vous savez, il y avait je suis sûr qu'on doit trouver ça ailleurs, il y avait j'aimais beaucoup ce que disait l'architecte Cantal Dupart, qui expliquait ceci: quand vous avez un foyer Sonacotra, vous êtes sûr, c'est même pas la peine d'aller au plan d'occupation des sols à la mairie ou au cadastre, vous êtes sûr que vous êtes sur une frontière intercommunale.
En général, on n'aimait pas trop, on mettait aux franges des villes, au banc de la ville. Le nom de banlieue est venu de là, d'ailleurs. Et quand les deux foyers Sonacotra sont face à face, c'est même pas la peine là non plus d'aller au poste. Vous êtes sûr cette fois que vous êtes sur une frontière interdépartementale, parce que chacun a repoussé, etc. C'est ça que la métropole doit régler. Et les gens, vous le savez bien d'ailleurs, nos concitoyens, qu'ils soient marocains, français, russes, ou quelle que soit la nationalité, ils s'en foutent de savoir que c'est la région, le département. Il y en a qui parlent du millefeuille. Moi, je vous ai parlé de mon tour de taille, j'aime mieux dire la lasagne territoriale. Chacun sa spécialité. Mais vraiment, enfin, on est fou, quoi. Il n'y a plus d'argent public et on rajoute des couches à chaque fois. Donc, l'affaire du Grand Paris, c'est aussi ça. C'est comment on fait avancer dans une région qui est la région capitale, qui représente un tiers, et j'ai regardé pour Rabat, je vois qu'on voit à peu près aussi les mêmes chiffres, un tiers du produit intérieur brut, un tiers de la richesse nationale. Comment voulez-vous refaire de la croissance dans un pays sans votre capitale régionale ? Puisque c'est là que s'effectue l'essentiel de la croissance. C'est à peu près les mêmes chiffres pour Moscou aussi. Donc si on faisait un peu de droit comparé international, on retrouverait à peu près les mêmes enjeux, les mêmes difficultés. Voilà, je ne veux pas abuser de mon temps de parole. En plus, vous êtes adorable parce qu'en fin de matinée, vraiment, je vous ai trouvé merveilleusement attentif. Merci. Ils n'ont même pas eu de pause café. Attention, vous prenez pas les pieds dans les fils. Je ne suis pas pris sur le Grand Paris, c'est dommage de le faire là. Bah oui. Mais en tout cas c'est extraordinaire parce que parfois on est dans la distance, dans la lecture des médias ou dans l'écoute. Et là j'ai appris deux choses. La première chose, que c'était une illustration du parler vrai. Là, je l'ai vu en direct. La deuxième chose, c'est que moi, qui ai peut-être des velléités un jour de faire un petit peu de politique, vous venez de m'apprendre que je ne pourrais jamais en faire. Il faut aller sur le tatami en fait. Très bien. Alors moi, ce que je vous propose un débat, de faire réagir nos maires sur ce qui vient d'être dit par Maurice Leroy sur toutes les contraintes. Parce que finalement, cette métropolisation, c'est une grande idée rationnelle. C'est de l'économie d'échelle. Après, on peut avoir les orientations qu'on veut. Mais au final, ça reste quand même une grande idée, on va dire, où on fait de l'économie d'échelle pour le bien de tous. D'accord ? Mais on oublie quelque chose d'élémentaire. C'est la politique. C'est qu'il y a derrière chaque édile une clientèle politique. Et moi, je me souviens, alors sans même rentrer dans l'intercommunalité, quand il y a eu l'unification de Casablanca, il y a eu le principe des arrondissements et les maires d'arrondissement qui étaient tous étonnés, tous surpris de n'avoir quasiment aucun pouvoir et qui se sont bien vengés dans les conseils municipaux de Casablanca. Je me souviens des débats homérique, avec un Sagid imperturbable. Je ne sais pas comment il fait. La parole est à la défense. Alors, vous quand même, vous êtes sur Nouassar, Zneta, Mohammedia, Casablanca, et la ville qui est en train de se développer sur le balnéaire, comment elle s'appelle? Qui peut m'aider? Dalbouessa. Donc, vous avez quand même un certain nombre d'agglomérations que vous êtes en train d'avaler petit à petit. Donc, il y a des enjeux. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette contrainte de rationalisation, mais aussi à cette contrainte politique? Je fais un bulletin comme vous. Très bien. Il faut expliquer aux jeunes hommes que les élus... ambitieux, dans une des plus grandes métropoles du monde, c'est pas facile, c'est pas évident. Réussir à concilier les extrêmes, c'est pas toujours évident, quelle que soit l'échelle du territoire sur lequel vous travaillez. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote. Au moment de l'unification de la ville, avant d'être réunis, on était 27 communes indépendantes. Donc au moment de la réunification de la ville, on a commencé à travailler à mettre sur pied une vision pour la ville, à travailler sur la priorisation des projets par rapport à la ville réunifiée et non plus travailler en fonction de nos petits intérêts politiques ou de quartier ou d'arrondissement, etc.
Et lors d'une session du Conseil un jour, on a présenté un grand projet structurant de la ville, qui est un projet qui se trouve sur le littoral de la ville, donc sur la côte. Parce que nous avons une très grande partie du littoral sur l'Atlantique. Donc nous avons présenté ce projet qui était un projet de restructuration d'une bonne partie du littoral de la ville. C'est un projet qu'on a appelé Casablanca Marina, donc qui se trouve obligatoire